Monsieur, avant toute chose, je crois utile de devoir préciser que si je suis avec vous ce soir, c'est parce que vous me l'avez demandé. Et afin d'éviter toute confusion, j'ajouterai que n'étant pas politiquement engagé, j'ai accepté de vous interroger comme j'aurais accepté d'interroger votre adversaire s'il me l'avait demandé. Cela dit, je fais partie de ces électeurs qui se posent encore des questions en prévision du vote de dimanche. Et voici la première de celles que je voulais vous soumettre. Votre concurrent a présenté à Montceau-les-Mines un programme social dont un de vos supporters, M. Mendès France, dit qu'il est démagogique en raison de son coût. Or, que je sache, ni M. Mendès France ni M. Giscard d'Estaing ne sont incompétents en matière d'économie. Alors, qui dit vrai? D'abord, je tiendrai à vous faire observer que c'est parce que c'est vous, et c'est parce que vous-même avez un choix politique à faire, que cela m'intéresse. Notre discussion doit être utile. J'ai besoin d'entendre vos objections. Et j'y répondrai comme je le pourrai. Et j'espère aussi que ceux qui nous écoutent en tireront profit. En effet, Pierre Mendès France a accusé les propositions de Valéry Giscard d'Estaing. Il a dit qu'elles sont démagogiques. Et cela peut surprendre puisqu'il s'agit pour l'instant du ministre de l'Économie et des Finances, qui n'a pas le droit d'être démagogue. Et qu'est-ce que ça veut dire, démagogue? Ça veut dire promettre ce qu'on ne peut pas tenir. On pourrait ajouter promettre pour demain ce qu'on n'a pas fait la veille. Je pense comme Pierre Mendès France, cela ne vous étonnera peut-être pas. Je le pense parce que les propositions de l'autre candidat sont des propositions manifestement improvisées. Il fait des découvertes tous les jours. Et je crois bien qu'il a découvert avant-hier la classe ouvrière à Montceau-les-Mines. Son plan, je n'ose à peine appeler cela un plan, c'est une série de mesures comme le programme de Provins, tiré comme ça, sorti des tiroirs à la dernière minute. Son plan, qui est non seulement improvisé, est aussi très coûteux. Il serait coûteux s'il était appliqué. Mais il est évident que l'autre candidat n'y croit pas, sans quoi il ne se permettrait pas de faire ces propositions. J'ai calculé, Pierre Mendès France est d'accord là-dessus, entre 20 et 25 milliards. Et 20 à 25 milliards en une année, plus que le programme commun, tant critiqué sur ce plan par M. Giscard d'Estaing. Alors, comment fera-t-il? Surtout, et ça c'est le plus extraordinaire, que toutes ces dépenses ne sont compensées par aucune recette, aucune proposition de recette. Je dis qu'au niveau où nous nous plaçons, c'est-à-dire de la présidence de la République, on n'a pas le droit de considérer les citoyens français de cette façon. Ce sont des gens sérieux. Ils savent ce que c'est qu'un budget. Ils savent que lorsqu'on dépense, il faut aussi avoir des recettes. Ou bien on fait de la fausse monnaie. J'ajoute que les propositions de M. Giscard d'Estaing, vous m'avez posé la question, il est normal que je pousse ma critique, improvisées, coûteuses, pourraient être dangereuses dans la mesure où, précisément, la croissance, le progrès, l'expansion, l'emploi risquent d'être cassés avec des propositions saugrenues qui n'ont ni queue ni tête. J'observe que sur le plan alors strictement politique, j'ai noté ici même, j'ai là le document, puisque je l'ai pris dans les journaux, dans le relevé des déclarations de M. Giscard d'Estaing, un certain nombre de propositions qui viennent d'être faites, comme par exemple le refus, la révision du statut des pensions de veuves, afin de permettre aux veuves de recevoir la réversion totale. Or, précisément, cette proposition a été faite par l'actuel ministre du Travail, M. Gors, il y a seulement quelques semaines avant la disparition du président Pompidou. Et M. Giscard d'Estaing l'avait refusé. J'observe que M. Giscard d'Estaing propose une augmentation de l'allocation minimum vieillesse, afin de le porter à 20 francs par jour. J'ai moi-même proposé 21 francs 25, quelques jours auparavant. Or, M. Edgar Faure avait proposé, il y a moins de 18 mois, un plan tendant au doublement en 5 ans de l'allocation minimum vieillesse. Et M. Giscard d'Estaing avait refusé. J'ai noté encore que M. Giscard d'Estaing propose l'augmentation des allocations familiales, ce qui est bien nécessaire. Eh bien, il y a simplement quelques mois, il l'a refusé également à M. Edgar Faure. J'ai noté qu'il a réduit de moitié les demandes de crédit pour les hôpitaux, alors qu'il vient de proposer un vaste plan pour les hôpitaux. J'ai noté qu'il fait des propositions pour les anciens combattants, alors que la loi oblige le gouvernement
a décidé la possibilité pour un ancien combattant de prendre sa retraite à partir de 60 ans, naturellement avec les avantages des 65 ans, et que le décret d'application voulu et signé par M. Giscard d'Estaing reporte à 1977 l'application de cette mesure et en exclut les commerçants, les artisans et les travailleurs agricoles. J'observe que l'indemnisation des rapatriés atteint des chiffres dérisoires, très loin de ce qui est dû à cette catégorie de Français, et que maintenant on promet tout. J'ai relevé cela exprès, dans la presse, et dans la presse qui s'oppose à ma politique. J'ai donc des références sérieuses. Je dis que ce plan est démagogique et je ne peux qu'approuver Pierre Mendès France. Soit, mais vous aussi, vous avez un plan, vous aussi, vous faites des promesses. Comment allez-vous les tenir? Vous avez raison de me poser la question. Je dois dire que j'ai limité mes propositions. À regret, en raison de la lourdeur de l'héritage. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes dans une période où les prix ont tellement monté. Je l'ai déjà dit, mais je tiens à le répéter, ici, c'est ça l'inflation. Si cela continue comme cela a commencé, cette année, dans le premier trimestre, les prix monteront de 17% cette année. 17%. C'est énorme pour les personnes à revenus fixes, pour les salariés, pour l'ensemble des gens qui vivent avec de modestes revenus. Ils ne peuvent pas le supporter. Alors mon plan, lui, il vise d'abord, et ce n'est pas si facile, à tenter de freiner, sinon de stopper l'inflation, la hausse des prix, à faire que la majorité des Français ne soient pas inquiétés, affolés, angoissés par cette sorte de pression, ce couvercle de fer qui s'abat sur leur pouvoir d'achat. Eh bien, j'ai fait un plan qui comporte une première étape de 6 mois. Et j'ai veillé à financer mes dépenses. Naturellement, j'ai prévu un certain nombre de dépenses sociales. C'est normal. Nous avons du rattrapage à faire. Il y a des injustices trop graves qu'il faut réparer tout de suite. Donc, des mesures immédiates, je vais les citer. Elles sont au nombre de 7. Par exemple, j'ai prévu l'augmentation immédiate. Dès la semaine qui suivra mon installation à la présidence de la République, en Conseil des ministres, un certain nombre de décisions, comme l'augmentation du SMIC à 1200 francs par mois sur la base des 40 heures. C'est indispensable. Chacun le sait bien. On ne peut pas laisser des millions de gens dans la misère alors qu'ils travaillent. J'ai prévu des mesures pour l'allocation minimum vieillesse. Je l'ai dit tout à l'heure. 21 francs 25 par jour. Mais tout de suite, ce sera décidé dès la semaine qui suivra. Et non point renvoyé au calendrier grec, 1 an, comme le fait M. Giscard d'Estaing. Même disposition pour les grands handicapés. 21 francs 25 par jour. Des dispositions comparables pour les jeunes à la recherche d'un premier emploi. Vous imaginez la situation de ces jeunes. Vous imaginez la situation de leurs parents. Ils ont des diplômes, ils peuvent travailler, ils n'ont rien. Cela brise bien des jeunes foyers. Cela crée le désespoir et même souvent la colère contre notre société. Eh bien, j'ai prévu 800 francs par mois, c'est-à-dire les 2/3 du SMIC. Et tout cela sera décidé tout de suite. De la même façon, je pense que on doit relever les allocations familiales, j'en ai parlé. De quelle façon? Eh bien, en suivant la hausse des prix. Nous avons déjà depuis quelque temps constaté que les allocations familiales avaient pris beaucoup de retard par rapport à l'augmentation des salaires. Laquelle augmentation des salaires a pris du retard par rapport au prix. Et ils en avaient pris depuis très longtemps par rapport à la production. Ce qui veut dire que les travailleurs ne reçoivent pas les fruits de la croissance dont on parle si souvent. De la même façon, je voudrais indiquer que je m'adresse aux épargnants. Et que les livrets A de caisse d'épargne, à compter du moment où il y en aurait un par famille, dans le cadre du plafond actuel, devraient être indexés sur la hausse des prix. Vous avez des millions de gens qui économisent. Ils ont raison d'économiser, ils s'inquiètent eux aussi. Et c'est très utile à l'État, c'est très utile à la nation. Or, ils perçoivent un taux d'intérêt de 6%. Quand les prix montent de 14, 15, peut-être 17%, ils sont volés. J'estime donc qu'il faut indexer, c'est-à-dire aligner le taux d'intérêt sur la hausse des prix. Pour l'instant, je dis 15%. Enfin, vieille revendication fondamentale que chacun comprendra, l'échelle mobile des salaires, mais cela est déjà admis dans beaucoup de milieux. Voilà pour mes mesures sociales. Et vous m'avez posé la question, mais ça va coûter cher. Oui. J'ai fait le calcul. Cela coûtera, sur le plan du budget de la nation, environ 9 milliards de francs. Cela coûtera aussi, mais j'y viendrai,
Il s'agit des mesures économiques que je n'ai pas encore abordées, mais je vais faire un panorama du coût. 3 milliards aux entreprises lorsque j'aurai examiné de quelle façon... Enfin, il s'agit du SMIC. Je voudrais, au fond, approfondir la discussion sur ce sujet, mais je craindrais qu'on n'en ait pas le temps, car nous n'avons que 25 minutes. Donc, l'ensemble des mesures que je prends pèseront pour 9 milliards sur le budget, y compris la réduction de la TVA dont je parlerai tout à l'heure, et pour 3 milliards sur les entreprises. Étant bien entendu qu'à travers le SMIC, j'observe que dans beaucoup d'entreprises, il y a déjà des dispositions prises pour que les 1200 francs soient atteints. Et d'autre part, si certaines entreprises utiles ont des difficultés, je prévoirai la disposition d'un crédit sélectif. Comment financer cela? 9 milliards, les excédents budgétaires existent. On me dira, mais alors ça c'est un phénomène de bonne gestion. Vous approuvez M. Giscard d'Estaing? Pas tout à fait, dans la mesure où c'est un budget excédentaire parce qu'il y a l'inflation. Quand M. Giscard d'Estaing reçoit les recettes, ce sont des recettes gonflées, et gonflées par l'inflation, c'est-à-dire le résultat d'une politique fâcheuse. Mais enfin, il y a, je le crois, M. Chaban-Delmas m'avait dit dans un débat, 14 ou 15 milliards disponibles. Eh bien, je pense qu'il est nécessaire, pour réaliser ces mesures sociales, d'utiliser 9 milliards. Je reste donc à l'intérieur d'un budget rigoureux où les ressources compensent les dépenses. Et c'est cela le refus de la démagogie. Je tiens véritablement à insister là-dessus. Il n'est pas question pour le responsable que je suis d'engager le gouvernement de la France à agir autrement que comme le ferait un chef de famille qui se voudrait honnête et qui n'irait pas dépenser comme cela en douce, en le dissimulant à sa femme, un certain nombre de petits plaisirs, tandis qu'elle croirait, elle, que le budget est équilibré pour payer les livres de classe ou les vacances des enfants, enfin tout ce qui fait la vie d'un foyer. Naturellement, il faut que des mesures économiques viennent équilibrer ces mesures sociales, puisqu'il s'agit de lutter contre l'inflation dont ne parle pas M. Giscard d'Estaing. J'en suis tout à fait stupéfait. L'inflation, c'est le mal de notre temps. Sans doute est-ce un mal international, mais tout de même, nous, bientôt 17%, l'Allemagne, 10%. Ce qui veut dire que notre commerce extérieur est basculé. Je le dirai tout à l'heure, si nous en avons le temps. Savez-vous qu'on nous dissimule les chiffres du déficit du commerce extérieur du mois d'avril? Je crois que ce déficit est de l'ordre de 2 milliards. Ce qui veut dire qu'on va atteindre 25 milliards de déficit dans l'année. Il faut absolument se redresser. Eh bien, moi, j'ai prévu, décision difficile, croyez-le, pour un homme politique, un contrôle des prix très sévère, naturellement temporaire, 3 mois, et sélectif. Il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi sur les prix industriels essentiels. On a essayé de me faire dire ce que je n'ai pas dit, en particulier sur les prix agricoles. Comment aurais-je pu le dire? D'abord, les prix agricoles, ils sont fixés à Bruxelles. Ensuite, peut-être ne savez-vous pas, moi je passe mon temps dans mon département, qui est un département essentiellement agricole, mais les éleveurs, notamment les éleveurs de bovins, connaissent des pertes terribles à la production. Quelquefois même le quart de la valeur de leur cheptel. Ils ne peuvent plus investir. Et il faut qu'ils payent les prix industriels de plus en plus chers, leurs engrais, leur matériel agricole. Donc, pas question de bloquer les prix agricoles, et surtout pas à la production, puisqu'il faudrait au contraire les élever. Mais enfin, indiscutablement, sur les prix industriels, je répète ce que j'ai dit. D'autre part, je prévois une baisse de la TVA. Une réduction au taux zéro sur les prix, sur les produits de première nécessité ou de consommation courante. On en a beaucoup discuté avec M. Giscard d'Estaing, cessons cette dispute. En tout cas, il s'agit de produits comme le lait, comme le pain, comme la viande de porc, comme beaucoup d'autres choses qui sont nécessaires à la vie quotidienne. La ménagère, je vous prie de le croire, celle qui m'écoute pour l'instant, elle comprend ce que je veux dire. Le coût, environ 3 milliards sur 6 mois. 6 milliards sur un an, mais comme il s'agit d'un plan de 6 mois, vous avez déjà compris que cela s'insère dans l'ensemble du coût budgétaire que j'ai déjà précédemment indiqué. Et puis, la grande mesure, la plus importante peut-être, consistera à lancer un emprunt. Et un emprunt de 10 milliards, ce qui est important, indexé sur la hausse des prix. C'est-à-dire que les porteurs auront une certitude de rentrer dans leur argent, pour le moins.
Et cet emprunt s'adressera aux petits porteurs. Il ne sera plus comme ceux qu'on a fait ces temps derniers, qui étaient uniquement souscrits par des banques ou des grandes sociétés. Des petits porteurs. Cet emprunt a pour objet essentiel d'essayer d'éponger une grande partie de la masse monétaire qui, à l'heure actuelle, alourdit notre capacité économique et aggrave les risques d'inflation. Et d'autre part, il a pour objectif, non point de compenser d'éventuels déficits budgétaires, comme on me le dit, encore une fois, mensongèrement, mais en vérité, de lancer de grands travaux, et donc de permettre le plein emploi, de développer notre capacité industrielle. Voilà des mesures économiques qui compenseront les mesures sociales et qui permettront, je le crois, dans une proportion très raisonnable, et dans les 6 mois qui viennent, non seulement de casser l'inflation, mais aussi de porter la croissance aux environs de 5%, et dans l'immédiat, c'est-à-dire dans les 15 jours qui suivront l'élection, de répondre aux besoins des catégories les moins favorisées. Voilà mon plan économique et social. Il est beaucoup plus modeste que je ne le voudrais, mais je suis bien obligé de tenir compte du triste héritage que j'aurai à assumer. Bien, une question, monsieur. Est-ce que vous avez l'intention de lancer votre emprunt avant ou après avoir nationalisé les banques d'affaires et le crédit? Le problème de la nationalisation ne peut pas se poser dans l'immédiat. Attention, que ce ne soit pas interprété comme un recul, car cette nationalisation de 9 groupes industriels et du crédit, qui me paraît absolument nécessaire, qui a commencé d'être entrepris par le général de Gaulle en 1945, ne peut intervenir que par la loi. C'est-à-dire que cela ne dépend pas de la décision du Conseil des ministres, ni de la volonté du président de la République, mais du vote du Parlement. À partir de là, cela rejette en effet ces dispositions à plus tard, étant bien entendu qu'elles seront prises aussi dans le cadre de la situation telle qu'elle sera examinée et des équilibres indispensables. Je constate toutefois que vous n'avez pas parlé, parmi les mesures que vous comptez prendre, de l'impôt sur le capital. Oh oui, vous me dites ça parce que vous êtes sensible à ce que l'on répète partout. Naturellement, enfin, puisque vous êtes vous-même électeur, ça vous intéresse. Et après tout, vous possédez peut-être un petit bien, et vous vous dites, si on m'en prend toute une partie, ça ne me fait pas plaisir. C'est un des bords d'attaque les plus rudes contre mes propositions. Seulement voilà, il faut parler clair. Qu'est-ce que je demande? Je demande pour plus tard. Je veux dire quand le Parlement pourra en décider. Cela non plus n'est pas de mon ressort, ni du ressort du gouvernement. Je demande un impôt sur les grandes fortunes. Alors aussitôt on dit un impôt sur le capital, le jeune cadre qui vient de bâtir sa maison et qui s'inquiète en se disant on va me prendre une partie de mon capital, on va m'imposer 5 000, 6 000, 10 000 francs. Tout cela, c'est une mauvaise plaisanterie. Il s'agit d'atteindre des grandes fortunes qui se sont édifiées. Et cet impôt sur le capital ou sur les grandes fortunes, il existe déjà dans des pays où le capitalisme est roi. Pensez aux États-Unis d'Amérique, où il y a un impôt sur les grandes fortunes. Pensez à l'Allemagne de l'Ouest. Pensez à la Suisse. Alors, je pense que c'est vraiment faire une politique très réactionnaire que de refuser cet impôt-là. Mais je pense aussi que c'est une tactique électorale qui n'est pas honnête que de penser que que je pourrais porter atteinte à la propriété gagnée par le travail, par l'effort et par l'intelligence de mes concitoyens. Je suis moi-même un petit propriétaire et croyez-moi, j'y tiens. J'observe d'ailleurs. Oui, vous me posez cette question et je pense à quelques autres. Par exemple, j'ai entendu dire que j'aurais l'intention de bloquer les comptes courants. Oui. Enfin, soyons sérieux, bloquer les comptes courants, et pourquoi faire? J'ai entendu dire que je voulais supprimer le régime des retraites complémentaires pour les cadres. Je m'en suis expliqué déjà hier dans une conférence de presse. Confondre avec le régime général. Oui, mais n'est-ce pas, le projet de la gauche consiste, et naturellement c'est une perspective lointaine, ça ne peut pas se décider comme ça, consiste à décider qu'il faudrait que tous les salariés aient une retraite correspondant à 75% du traitement de leurs 10 meilleures années de carrière. Ça, c'est un objectif très louable. La preuve, c'est qu'actuellement, les cadres, avec le régime général et le régime complémentaire, les mieux placés ne dépassent pas 67 ou 68%. Bon, ça, c'est un objectif. C'est lointain, naturellement. Si on pouvait le faire, ce serait bien. Mais tant que cela ne sera pas fait, il n'est pas question, j'en donne une assurance solennelle, il n'est pas question de toucher au régime complémentaire des cadres. Et tous ceux qui disent le contraire font une opération électorale de mauvaise aloi qui rabaisse notre débat. Car voyez-vous, vous le sentez bien depuis la première minute, à quel point j'éprouve la noblesse du combat dans lequel je suis engagé.
Et je souhaiterais vraiment que M. Giscard d'Estaing veuille bien faire comme je l'y invite, c'est-à-dire que c'est un débat qui doit élever la conscience des Français et leur permettre de choisir gravement les intérêts de la France. Puisque vous parlez de débat, monsieur, j'ai noté qu'au cours de votre face-à-face avec M. Giscard d'Estaing vendredi dernier à la télévision, il vous a posé à au moins 2 reprises la question suivante, qui était, si j'ai bonne mémoire, comment comptez-vous vous y prendre pour revaloriser le franc comme vous le promettez? Vous n'avez pas répondu. Mais je n'ai pas répondu parce que ça a été posé tout à fait à la fin et qu'il m'était difficile de revenir sur des sujets économiques alors que nous étions déjà engagés ou en direction d'avoir à discuter et de politique étrangère et de politique générale. Et j'ajoute que j'ai fait une conférence de presse là-dessus dès le début de ma campagne et que je pensais que M. Giscard d'Estaing avait eu l'obligeance de m'écouter. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai déjà parlé, il y a quelques instants, du déficit de notre commerce extérieur, qui s'aggrave. Il faut absolument tenir bon et tenter de défendre le travail français. La monnaie représente le travail des Français. Et il faut que le travail français se revalorise dans la compétition internationale. Or, c'est la débandade. On a dévalué il y a quelques années, on a dévalué il y a quelques mois avec le flottement du franc. Pendant ce temps, l'Allemagne a 4 fois réévalué. Eh bien, il faut avoir une volonté et décider de défendre le franc et de dire que dès les circonstances le permettront, naturellement, ça ne se décide pas 3 mois à l'avance, on ne dit pas tel jour je réévaluerai le franc, mais il faut avoir une volonté. Il faut faire comme l'ont fait nos anciens quand ils se sont accrochés à la Marne. Ils ont dit, eh bien maintenant on ne lâche plus, on tient le terrain, on s'accroche, afin de repartir en avant et non point en arrière. Ma volonté, elle est de revaloriser le franc et de permettre son retour au sein de ce qu'on appelle, ce sont des langages de techniciens, le serpent communautaire, c'est-à-dire la communauté de l'ensemble des pays, en dehors de l'Italie, de l'ensemble des pays du continent de l'Europe des 9. Voilà ce que je crois nécessaire, c'est une volonté nationale. Ça nous fera payer d'ailleurs moins cher nos importations. Et ça servira tous ceux qui disposent à l'heure actuelle de petits et de moyens revenus. Une dernière question, monsieur. Vous avez dit au cours de la campagne, ou plutôt votre adversaire vous a dit « Vous êtes un homme du passé », vous avez répondu « Le passé, c'est vous ». Alors, si l'on vous suit l'un et l'autre, nous allons nous retrouver lundi avec un président, quel qu'il soit, qui sera un homme du passé, et avec, dans l'opposition, à peu près 50% de Français qui seront eux-mêmes des hommes du passé, puisqu'ils auront voté pour un homme du passé. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Pour répondre à votre question, il ne s'agit pas de l'état civil des 2 candidats. Moi, je suis né en 1916, le 26 octobre, si on veut le savoir. Et quand j'écoute M. Giscard d'Estaing, et quand je vois ceux qui l'entourent, j'ai quelquefois l'impression qu'il est né avant 1789. Si nous avons aujourd'hui, sur le plan de l'état civil, près de 10 ans de différence, croyez-moi, ça va vite. Ce n'est pas le problème. Soyons sérieux. Le problème, il est de savoir quelles sont les forces politiques et sociales, économiques aussi, qui supportent ou qui soutiennent nos candidatures. Eh bien, moi, j'observe, tous les sondages le démontrent. Ils sont d'accord là-dessus depuis le premier jour, que ma candidature a derrière elle, ou autour d'elle, l'ensemble des forces de la jeunesse et l'ensemble des forces du travail et de la production. C'est un événement colossal dans notre histoire. Cela représente une valeur dynamique qui de toute façon se projettera dans l'avenir prochain. Je suis donc un candidat soutenu par les forces de l'avenir et c'est la seule chose qui m'intéresse. Du côté de M. Giscard d'Estaing, je ne dis pas que tous ceux qui ont voté pour lui, les 32% du premier tour, tous ceux qui voteront pour lui le 19 mai, soient des forces réactionnaires. Non, pas du tout. Je pense simplement qu'on les trompe et qu'ils ne savent pas encore. Et c'est pourquoi je veux m'expliquer, y compris devant les électeurs qui n'ont pas voté pour moi, et j'ajouterai y compris pour les électeurs qui ne voteront pas pour moi. Mais ce sont mes frères, ils sont français comme moi, et je leur dois mes explications. Eh bien, je dis qu'ils risquent d'être trompés par des petits groupes d'une société privilégiée, dominante, qui vient de loin dans notre histoire, qui représente les anciens châteaux forts, les dominations des sociétés multinationales, la domination des privilégiés. Et je dis que c'est ça le passé, et qu'il faudrait en finir, dans la fraternité, naturellement, sans vouloir punir ni frapper personne, mais aussi dans la justice.